Je vais commencer avec vous, Robert, avec une présentation un peu laborieuse. Vous me couperez si j'en dis trop ou pas assez. Alors, vous êtes coach professionnel certifié. Vous accompagnez et supervisez des dirigeants, des managers, de coachs et des équipes. Votre passé d'enseignant et de formateur dans plusieurs domaines, puis de créateur et dirigeant de centres de formation innovants allant du CAP industriel au niveau ingénieur. Et je crois que vous avez déjà, c'est vous-même qui avez créé ici cette école où nous sommes aujourd'hui. Vous confère donc des savoir-faire reconnus tant dans l'univers de la formation que dans celui du management. Quels sont, je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous demandant quelles sont, d'après vous, les ruptures nécessaires dans l'éducation nationale, à part l'accent circonflexe, évidemment. Ok, dans votre question, il y a deux choses. Il y a rupture nécessaire, et après éducation nationale. Sur l'aspect rupture, je voudrais juste avoir un petit aparté sur le présupposé de mon article, mais qui a été aussi le présupposé qui m'a motivé, moi, dans la proposition de la création de ce livre. C'était de dire qu'on n'est pas dans des relations de cause à effet, mais dans une logique de système. Voilà. Et donc, c'est la faute à qui? Voilà, j'interrogeais à un moment donné un auteur pour lui dire, ça serait bien que vous écriviez quelque chose sur l'éducation nationale. Il nous dit, bah, écoutez, l'éducation nationale, ils étaient dans le mur il y a 30 ans, ils sont dans le mur aujourd'hui, ils seront dans le mur dans 30 ans. Et je lui dis, vous avez probablement raison, mais moi, je suis dans une logique systémique et qui est de dire, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Quelle serait la petite pièce de puzzle qu'on pourrait changer qui permettrait que, bah, non, dans 30 ans, ça ne soit pas dans le mur? Et c'est un peu cette logique-là qui a été dans le livre. C'est la logique aussi que j'emploie dans mon métier de coach et de superviseur. Alors, appliqué à l'éducation nationale, c'est un peu le schéma qu'on a présenté tout à l'heure ou en tout début. C'est effectivement d'abord d'imaginer qu'est-ce qu'on veut avoir dans 20 ans et ensuite, quelles vont être les 3 premières marches d'escalier qu'il faudrait monter maintenant pour y arriver. Si je dis que c'est dans ce sens-là que ça marche, mais c'est que le cerveau ne comprend que des choses positives, ne retient que des choses positives. Si vous dites à votre cerveau ne mange pas parce qu'il ne faut pas grossir, ça n'a aucune efficacité. Vous continuerez à manger. Si vous êtes gourmand, ne mange pas du pot de confiture, on va y retourner. Le cerveau n'enregistre et ne retient que des messages positifs. Donc, c'est de se dire, voilà, en 2035, qu'est-ce qu'on a vraiment envie qu'il se passe? Et si on a repéré des messages positifs. Alors, les 3 messages positifs alors, je ne sais pas si je vais trouver le 3e, mais dans ma tête, en tous les cas, les 2 premiers messages positifs que je trouve importants en 2035, c'est est-ce qu'à l'éducation nationale, en 2035, on peut retrouver une priorité absolue à la pédagogie? Est-ce qu'on peut trouver une capacité à l'éducation nationale à travailler en équipe? Voilà la 2e, je vais retrouver la 3e après. Sur la pédagogie, là, de nouveau, je reprends un peu mon métier de coach et en écrivant le bouquin que j'ai sorti il y a 2 ans, l'enseignement principal qu'il m'en est sorti, c'est que ce soit en management ou en formation, le vrai talent du pédagogue, c'est celui qui oublie qu'il sait. Qu'il oublie qu'il sait. Vous êtes prof de maths, vous allez enseigner à des élèves de seconde, monsieur le prof de maths, est-ce que vous pouvez oublier que vous connaissez les réponses? C'est pratiquement pas possible. Mais c'est ça l'acte de pédagogie essentiel qu'on doit avoir en pédagogie, vu par moi. Et à chaque fois qu'on applique ça, ben, si vous ne donnez pas les réponses, il n'y a que les élèves qui peuvent les trouver et c'est leur job et vous leur apprenez à trouver les réponses. Donc ça, c'est pour moi un point essentiel, quelle est la pédagogie au centre. Le 2e point, c'est de travailler en équipe. Comment voulez-vous travailler en équipe quand vous faites 17 heures de cours et que vous rentrez ensuite chez vous pour faire une correction de copie? Il n'y a pas aujourd'hui à l'éducation nationale de travail en équipe parce que ça n'est pas possible. Quand d'ailleurs vous dites, bah, tiens, est-ce que vous avez... On n'a même pas de bureau, donc on ne peut même pas s'installer. On a une salle de prof qui est toute petite. Voilà, donc mettre du travail en équipe au centre. La 3e idée que je me disais, c'est, bon, moi j'ai enseigné 6 ans et au bout de 6 ans, j'ai trouvé que c'était suffisant. Je suis passé dans des boulots de manager, de responsable, etc. Je me dis, enseigner 40 ans, c'est de la folie. Et donc, est-ce qu'on peut arriver à faire des parcours d'enseignants qui ne durent que 10 ans et qu'on puisse faire d'autres choses avant et après? À l'éducation nationale, je crois que c'est à peu près la seule entreprise en France où quand un enseignant qui a 25, 30 ans, 40 ans, plutôt
plutôt 40 ans, qui dit « bon, je suis un peu à bout de course, je voudrais changer d'orientation », il n'y a personne en face. Il n'y a personne. Ce n'est pas notre problème. Il n'y a pas de direction des ressources humaines, il n'y a pas de pilotage, il n'y a pas de financement de quoi que ce soit. J'exagère à peine le trait. Il y a des choses, hein, mais c'est pratiquement rien du tout. Alors ensuite, voilà, quelles sont les premières marches d'escalier à monter, du coup, en 2016-2020 ? Ben, je me dis peut-être qu'il faut changer le statut des enseignants et changer le statut des établissements. J'ai pris ces deux idées-là parce que c'est celles que j'ai vécues ici. Ici, les enseignants sont à temps plein. Ils sont là du lundi 8h du matin à vendredi soir 17h30. Ça permet vraiment de faire un travail d'équipe et du coup de pouvoir réfléchir ensemble sur la pédagogie. Alors vous allez me dire, mais si on propose un changement de statut, ça ne va pas être possible. Ben, on l'a déjà fait à la Poste, on l'a déjà fait à Air France, on l'a déjà fait dans d'autres endroits. Ma proposition est de dire, voilà, bien évidemment qu'il ne faut surtout pas changer le statut des enseignants actuels et leur dire, voilà, on est le 5 février 2016, on vous garantit qu'on ne touchera pas à votre statut. Mais à partir du demain matin, nous embauchons sur un nouveau statut où les gens sont aux 39 heures, ils peuvent travailler en équipe, on se débrouille pour leur faire des bureaux dans les collèges ou dans les écoles ou dans les universités, etc. Et on favorise vraiment un travail en équipe. Voilà, à l'université, les enseignants, ils sont là 2 jours, ils ne peuvent pas travailler en équipe. Ce n'est pas un lieu qui permette de le faire. Voilà un premier changement. Le deuxième changement pour moi, ce serait de rendre l'autonomie à chaque établissement. Ici, dans cet établissement ici, j'avais l'autonomie suffisante pour proposer à mon équipe un coaching d'équipe qui a été mon premier coaching d'équipe de ma vie et où effectivement l'équipe a pris le projet en main. Et j'entends à chaque fois que je croise quelques anciens collègues, j'ai quitté cette école il y a 10 ans, ils sont toujours, entre guillemets, avec le projet dans les mains. C'est leur projet, ce n'est pas le mien. Voilà, nous y reviendrons aussi pendant les questions parce qu'il y en aura, je pense, déjà sur ce que vous proposez dans le livre, mais aussi peut-être sur l'actu parce que cette fameuse réforme de l'orthographe, je le disais en souriant tout à l'heure, l'accent circonflexe est déjà du changement et puis il y en a beaucoup dans l'éducation nationale aujourd'hui. Nous verrons peut-être cela pendant les questions, s'il y en a. Et je peux juste rajouter que le bon exemple, effectivement, c'est sur l'orthographe ou sur les méthodes de lecture. Il est bien connu que le ministre sait bien mieux que l'institutrice quelle est la bonne méthode de lecture. Ben non, c'est le contraire. L'institutrice, elle sait ce qui marche. Elle voit bien si ses élèves lisent ou pas. Donc arrêtons de faire des circulaires pour savoir telle ou telle chose. Nous y reviendrons. Gaël Boé, je vais vous donner la parole. Bonjour d'abord. Après une licence de métier du livre, un DEA médias et un jeu sociaux, vous avez travaillé comme journaliste et vous vous êtes spécialisé dans les mouvements sociaux et culturels émergents. Vous êtes également auteur, ensuite animatrice d'un réseau d'éditeurs indépendants. Et puis aujourd'hui, vous intervenez également comme conseillère littéraire auprès du Salon du Livre de Paris. Comment se fait-il, quelqu'un avec un parcours comme le vôtre, fasse un chapitre dans un livre de prospection ? Je n'ai pas choisi la question la plus facile. Alors, c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique qui va, qui vient. En ce moment, je suis programmatrice littéraire, notamment pour le Salon du Livre de Paris. J'ai plutôt l'habitude d'organiser des rencontres plutôt que d'y être, donc je change de place ce soir. En fait, j'avais été invitée ici par le CERA en 2003. À l'époque, je venais de faire paraître un livre qui s'appelait Génération spontanée, que j'avais écrit suite aux événements du 21 avril 2002. Alors, pour la mémoire, c'était à l'époque un choc terrible de voir Le Pen au second tour d'une présidentielle. Et moi, j'avais 25 ans, j'avais été très émue par ça, très dérangée. Et donc, on avait organisé énormément de rencontres, de manifestations, et on essayait de comprendre. Et j'avais été vraiment meurtrie, assez blessée par le fait que j'avais l'impression que la jeunesse dont je faisais partie à l'époque était mal comprise, était mal considérée, n'était pas considérée à sa juste valeur. Et on parlait de la jeunesse souvent en mal, soit pour dire que c'était des jeunes de banlieue qui étaient violents, qui étaient incultes, soit c'était pour dire que c'était des jeunes qui étaient abreuvés de télé-réalité. Mais je me disais, mais moi, ce que je vois autour de moi, ce qu'on voit d'ailleurs ici,
c'est qu'il y a énormément de jeunes qui sont des jeunes actifs, qui vont à l'université, qui lisent, qui s'instruisent, voilà, qui sont des jeunes bien dans leur temps, qui ont envie de construire un avenir fort. Et toute cette jeunesse-là, on n'en parle pas. Et c'est vrai que cette situation de mépris, elle était très compliquée à gérer. Et je pressentais à ce moment-là une rupture générationnelle, vraiment quelque chose qui se casse. C'est-à-dire qu'une jeunesse qui a plus envie de faire partie de la société parce que finalement cette société ne le lui rend pas, qui a envie de prendre des chemins de traverse, ou alors qui rentre dedans, mais qui se liquéfie, je dirais, dans la société. Et quand cet été, le CERA m'a contacté pour me proposer ce projet, ce très beau projet, c'est vrai que ça m'a tout de suite emballée parce que je me suis dit, oui, cette rupture générationnelle qu'on voyait à ce moment-là, malheureusement, on la voit aujourd'hui, on l'a vu naître. Alors, il faut rappeler qu'on a écrit tous ces textes avant le 13 novembre. Mais on a vécu le 13 novembre. Moi, j'habite à Paris, j'habite dans le 10e. J'ai vu sous mes yeux une jeunesse qui était à la fois victime et à la fois bourreau. Et j'ai vu après, il y a eu les régionales. Alors, c'était plus Chirac-Le Pen, mais c'était encore des scores terribles pour le FN. Et encore une fois, on a pointé du doigt la jeunesse en disant que cette jeunesse encore avait voté pour le. Et du coup, voilà, c'est vrai que je me dis, si on veut penser l'avenir en 2035, il faut qu'on pense un avenir ensemble, un avenir où les générations sont réconciliées. Et pour que les générations sont réconciliées... il faut des changements radicaux, déjà. Il faut des changements radicaux. Et ces changements, on peut demander à ce qu'ils viennent de lois et on peut demander à ce qu'ils viennent de... Mais je pense qu'on est surtout tous acteurs et responsables de ces changements et que ce changement, il peut venir que de nous. Moi, je propose... une notion qui peut paraître désuète, naïve, dont presque je dirais je m'excuse tellement elle est. Ne vous excusez pas, je ne sais pas si Emmanuel Jaffelin est encore là. Mais vous allez nous parler de bienveillance. Mais voilà, et à la fois je trouve qu'elle est révolutionnaire parce que tout est dit dans. Je vais vous donner la définition, qui est la définition du Larousse, qui est la bienveillance, c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. En fait, on remarque que c'est une dimension individuelle, c'est une notion individuelle, c'est nous qui la vivons, on n'est jamais autant heureux, on ne touche jamais aussi près le bonheur que quand on fait le bien, quand on voit ses enfants heureux et qu'on voit que tout ce qu'on a fait pour eux tous les jours leur permet de s'épanouir, quand on donne, quand on offre, quand on voit quelqu'un content de ce qu'il reçoit. Je pense que c'est vraiment des moments où on se sent fort, où on se sent valorisé. Et cette question de valeur, elle est extrêmement importante. En fait, alors, je vais faire plus court du coup, mais en fait, je pense que derrière cette notion de bienveillance, il y a la notion de responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'on est tous un acteur et on doit être un acteur positif, et on est tous surtout responsables de la société dans laquelle on vit. Et aujourd'hui, on peut sortir de cette rupture générationnelle qu'on connaît, qu'on voit et qu'on a vu ces derniers jours, ces derniers mois, et qu'on va voir encore, si tout d'un chacun, on prend ce problème à bras-le-corps et qu'on accepte de faire l'effort d'être bienveillant. Une autre, dans les trois, moi j'ai noté surtout 3 changements radicaux que vous proposez, c'est la bienveillance, c'est aussi la connaissance de soi, et puis l'altérité. Alors en fait, tout va ensemble, c'est-à-dire qu'à partir, pour être bienveillant, il faut être bien avec soi-même, il faut être déjà bienveillant envers soi-même. J'ai beaucoup apprécié l'introduction de Laurent Geoffrin qui dit attention, on fait beaucoup de French bashing, mais on a entre nos mains un outil extraordinaire qui est quand même la société dans laquelle on vit. Donc, pour être bienveillant, il faut d'abord être en accord avec soi-même. Et la bienveillance, c'est surtout le lien entre soi et un autre. Un autre qui peut être son voisin, mais un autre qui peut être un autre pays, un autre qui peut être un migrant, un autre qui peut être l'autre dans ce qu'il a de différent. Et ce qui fait que on a beaucoup reproché justement à la jeunesse d'être individualiste, ou à la société française d'être individualiste. À nous tous de faire l'effort de sortir de ça en se disant que voilà, on est ce qu'on est, on est content d'être ce qu'on est et on est capable d'accueillir. Est-ce que je vois Marc Alévi qui pointe son regard au loin dans les horizons? Je vous demanderai ce que vous en pensez. Vous aviez envie de réagir, non? Ou pas? Oui. J'oserais pas. Pardon? J'oserais pas. Ah, vous n'oserez pas. Avec... c'est peut-être la seule réaction, c'est que moi j'ai une autre définition de la bienveillance que je trouve au moins aussi bonne que la tienne. C'est vouloir le bien de l'autre.
en tout voir le bien de l'autre, mais l'autre, c'est pas uniquement un autre être humain. C'est l'autre, c'est mon chien, c'est l'arbre qui est de l'autre côté de la rue, c'est vouloir le bien de l'autre. Voilà. C'est ça que je devais dire. Exactement, parfaitement. Nous y reviendrons avec vous une fois que Gaël nous aura donné un peu les décisions très concrètes, parce que Robert parlait à l'instant des 3 sur les 30 marches d'ici, 30 ou moins de marches d'ici 2025, 2035. Quelles seraient, d'après vous, les 3 premières ou les 4 premières marches? Alors, je dirais que la première concerne la presse. Donc, vous le disiez, moi j'ai été journaliste, j'ai travaillé sur la précarité des journalistes pigistes et donc la structuration même de la presse. Je pense que dans le fonctionnement de la presse, il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est-à-dire qu'en fait la presse est financée par la publicité et par des fonds publics. Et je me demande si la presse ne devrait pas être financée pour la publicité, si elle le souhaite, pour tout ce qui est divertissement, mais que l'information se détache du divertissement pour être un vecteur à part entière qui soit financé par du privé, si on veut, mais cette part publique. Il n'est pas normal que le public finance du divertissement. Et il est important que l'information se détache du divertissement. Alors ça, c'est un premier point qui est important, parce que tout ce regard qu'on a porté sur la jeunesse, il a été aussi beaucoup véhiculé par les médias pour faire de l'audience, et c'est un vrai travers. Le deuxième, évidemment, c'est l'éducation. Moi, je trouve qu'on a des écoles exceptionnelles. J'avoue peu de choses à dire par rapport à l'école. Je trouve en revanche qu'on a des universités qui sont très déconnectées. Alors, ici, c'est moins le cas parce qu'on est sur de l'entreprise, mais très déconnectées du monde du travail. On a des bâtiments qui sont très désuets. Alors, je parle des facs de lettres, de sciences humaines, ce que j'ai pu faire, ce qui m'a concerné, qui sont complètement déconnectés de la vie sociale, culturelle. Et finalement, on a des bâtiments, des lieux qui pourraient vivre toute l'année, qui pourraient être qui devraient se retrouver au cœur de la cité, parce qu'on a besoin de débats. On a besoin de débats intergénérationnels, c'est-à-dire entre la population étudiante, mais aussi d'autres populations, de touristes, de personnes, d'adultes, etc., qui pourraient venir suivre ces débats, et peut-être aussi du coup financer ces universités. Et la troisième, c'est que je pense qu'aujourd'hui on prend le monde du travail à l'envers. En fait, on obtient son diplôme, on arrive dans le monde du travail, et la première expérience, c'est vous êtes jeune, on n'a pas besoin de vous. Qui vous êtes? Oui, alors peut-être, oui, on va peut-être trouver un petit stage parce que tu es le copain de machin. Allez, ok. Et hop, c'est déjà la première expérience, c'est de se dire personne ne m'attend, bon, ça, ce qui est peut-être normal, mais personne n'a besoin de moi, et puis je ne suis rien. Et puis alors on va gravir les échelons comme ça, petit à petit. Alors en étant toujours un peu le boulet de l'entreprise, et puis on monte un peu. Puis peut-être après, en tant que femme, on se dit qu'on a peut-être envie de faire un enfant. Et pour faire un enfant, il faut avoir un CDI. Donc, on va essayer d'avoir un CDI, mais alors, le jour où on a un CDI, on va être hyper désolé d'annoncer que, quand même, on est désolé, on va faire un enfant. Donc, après, peut-être que l'entreprise ferme, on va se retrouver au chômage, donc on va être désolé d'être au chômage, et puis on va être désolé d'être à la retraite. Et finalement, ce parcours, qui pourrait être un parcours d'activité sereine, se retrouve à être une succession de moments de désarroi. Et moi, je prendrais une proactivité, c'est-à-dire un espèce de capital qu'on nous donne à l'arrivée à l'âge adulte. On dit, voilà, vous avez en gros, mettons 10 années d'inactivité, quelle qu'elle soit. Ça peut être pour faire des enfants, ça peut être du chômage, ça peut être pour partir en voyage, ça peut être pour... Et à vous d'organiser, de transformer ces points-là en formation si vous avez besoin, de formation... essayer... Et vous les financez comment ? Si on commence par la retraite. Alors la retraite, de toute façon, arrive à un certain âge, quoi qu'il arrive. Mais en fait, il y a des gens... Je vais vous dire une chose, c'est que j'ai toujours rêvé de la retraite avant les 65 bientôt. Et parallèlement, il y a d'autres gens qui vont pas du tout avoir envie de partir à la retraite à 65 ans, quand ce sera l'âge, qui vont se sentir déclassés et qui vont se dire, mais moi, en fait, j'ai encore 10 ans à travailler. Donc, peut-être que finalement, tout ça pourrait s'équilibrer. Alors, c'est une idée... que je ne peux pas aller peut-être plus loin là-dedans, mais je pense qu'en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudrait penser de façon à ce que le travail s'adapte à l'individu et non pas que nous, on essaye de rentrer dans les cases du travail. Voilà, merci, nous y reviendrons également parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Je vais vous passer la parole, Marc Alévi. Vous êtes conférencier, expert, consultant en entreprise et auteur. Vous êtes polytechnicien, physicien, spécialiste des sciences de la complexité. Je ne sais pas ce que c'est. Vous êtes prospectiviste. Vous avez surtout écrit un chapitre décoiffant du début
à la fin. Vous avez choisi, comme Hervé Piot et comme Luc Guillot, le procédé littéraire de la lettre. C'est votre petite fille qui vous écrit une lettre depuis 2035 pour vous dire où elle en est grâce aux erreurs que vous avez faites aujourd'hui. Exact. J'espérais pouvoir vous dire tout le mal que je pense d'Alain Simon, mais on me l'a interdit. Alors, je vais vous parler de l'avenir. Nous sommes de très bons complices depuis fort longtemps, l'APM, faut quand même que vous le sachiez. Bon, alors, bien en tête, moi je pense que mon boulot de prospectiviste, dont c'est mon métier depuis 30 ans, donc je vais essayer de philosopher au marteau, comme disait Nietzsche, c'est-à-dire de donner un certain nombre de pistes, tout en sachant que c'est de toute façon outrancé, c'est de toute façon plus subtil que ça. D'accord ? Alors la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on va vers la fin de l'obsession matérialiste, l'obsession matérielle. Je pense qu'on rentre dans une logique de frugalité, qu'on se rend bien compte que la matérialité en soi est vide de sens et qu'aujourd'hui il y a un énorme appétit de sens qui est quelque part mène vers plus de spiritualité. J'ai bien dit spiritualité, j'ai pas dit religion. La deuxième chose, ça je ne sais pas si ça fait plaisir ou pas, mais je crois qu'on se dirige aussi vers la disparition du travail salarié. Le salariat est une solution qui était géniale du temps de l'industrie, qui n'est plus du tout aujourd'hui. Et évidemment, le droit du travail qui va avec est devenu complètement obsolète, mais ça tout le monde le sait dans cette salle. Je crois que nous allons aussi voir l'explosion de la finance spéculative et de tout ce jeu complètement absurde du financement de la finance spéculative par la planche à billets et qui ferme un cercle fermé et vicieux au détriment de l'économie réelle. Je crois qu'il est absolument temps de revenir à l'économie réelle et que c'est effectivement, on l'a suggéré tout à l'heure, je crois que ce sont les PME qui vont faire l'économie réelle demain et pas les dinosaures qui eux aussi vont disparaître. Que nous sommes en train déjà de vivre une certaine disparition de toutes les structures pyramidales et que le travail en réseau collaboratif est évidemment en train de devenir le modèle de fonctionnement à tous les niveaux. Et il faut bien comprendre que nous, dans le monde de l'entreprise, on connaît bien ça et on le comprend bien. Il faut aussi savoir que ça a des applications aussi du côté politique, c'est-à-dire qu'il faut voir la disparition des énormes pyramides administratives qui, quelque part, nous étouffent de partout et la disparition probable aussi de l'Europe des nations au profit de l'Europe des régions. Et là, je sais ici que je prêche des convaincus. Nous sommes en train de voir la fin d'un modèle économique. Le modèle économique qui est né avec la révolution industrielle et qui s'est développé essentiellement aux États-Unis, c'est pour ça que je crois qu'on peut l'appeler le modèle américain, qui fonde toute l'économie, tout le système économique sur deux caractéristiques. La première, c'est qu'il faut être gros. C'est une économie de masse, une économie de puissance, c'est une économie de taille, et que pour atteindre un grand niveau de taille, il faut nécessairement baisser les prix. Donc ce sont les deux piliers de la logique, c'est la taille et le prix. Or, il se fait qu'aujourd'hui, on retrouve une logique saine qui consiste simplement à dire que le prix au détriment de la qualité, ça commence à bien faire. Et qu'on retrouve une phrase de mon grand-père paysan flamand qui disait je suis pas assez riche pour me payer du bon marché. Je pense qu'on est en train de commencer à vivre ça. Donc, pour le dire plus sérieusement, c'est le basculement d'une logique de prix bas à une logique d'utilisabilité ou de valeur d'usage. Et que pour pouvoir faire augmenter la valeur d'usage, il faut injecter de l'immatériel, c'est-à-dire de l'intelligence, il faut injecter du savoir-faire, de la virtuosité, etc., etc. Toutes choses immatérielles pour lesquelles il n'y a pas d'économie d'échelle. Or, l'économie d'échelle était un des grands facteurs d'évolution des entreprises dans le modèle industriel. Aujourd'hui, il n'y a plus d'économie d'échelle dans les ressources immatérielles. Un exemple que je cite souvent et qui fait toujours rire, donc ne faites pas défaut, c'est que vous mettez 20 crétins dans une salle, ça ne fait jamais un prix Nobel. Donc voilà, on est bien là dans un basculement de modèle économique important. Et enfin, et je voudrais peut-être m'étendre un tout petit peu sur ce dernier point, et là je vais m'inscrire en faux très probablement par rapport à pas mal de discours qu'on entend aujourd'hui, je crois que nous vivons une période de délire numérique.
Je crois que nous sommes en train de nous faire intoxiquer, le mot n'est pas trop fort, par une mythologie numérique qui vient des GAFA en Californie. Et je voudrais bien dénoncer cette imposture. Et je voudrais bien la dénoncer parce que... Éloignez-vous un peu d'Hervé Pio. De quoi? Je plaisante. Moi, je pense que la révolution informatique, en fait, elle a commencé enfin, la révolution numérique, pardon, a commencé à proliférer à partir de 1983. C'est l'arrivée des ordinateurs personnels. Et donc, c'est tout récent. Et on est toujours en train de vivre l'âge infantile du numérique. Et ce que l'on parle, quand on parle du numérique, on parle essentiellement de gadgets insignifiants, comme les réseaux sociaux, par exemple, comme Twitter. Moi, j'ai regardé là tout à l'heure les messages. Ça sert à rien. Ça sert juste à rien. Et donc, je crois qu'on parle beaucoup de la révolution numérique avec les yeux des GAFA. L'intoxication Google, elle est colossale au niveau mondial. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'économiquement parlant, et je vous invite à lire les travaux de Daniel Cohen sur ce point, c'est qu'il n'y a aucune production de valeur d'usage avec les outils venant de Californie. C'est du ludique, c'est du gadget qui n'a aucun intérêt au niveau de nos entreprises. Et donc, moi, je pense qu'il faut complètement revoir les choses en disant que nous sommes vraiment au tout début de quelque chose d'infantile, mais qui progressivement va monter en maturité. Et là, ça devient sérieux. Ça devient sérieux quand on parle des nouvelles générations de robots. Ça devient sérieux quand on parle non pas des réseaux sociaux ouverts où il n'y a plus que les gamins qui s'amusent, hein, mais des réseaux sociaux semi-fermés avec un projet bien précis de collaboration par rapport à un thème précis. Même Mark Zuckerberg, vous voyez qui c'est? Il a un t-shirt comme moi, mais moi je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Mark Zuckerberg, il y a 3 jours de ça, a très clairement dit que Facebook, c'était fini. Et que l'avenir de Facebook en tant qu'entreprise n'était plus dans le réseau social ouvert, universel, démocratique, etc. Et qu'il fallait complètement revoir sa copie. Ben, il a raison, le petit Marc. Est-ce que, de toute façon, ce que vous dites en tout, au fond, c'est que la sortie... il vous perturbe, il vous distrait, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Mais finalement, si je schématise... Vous comprenez pourquoi je voulais dire du mal de cet individu? Si je schématise, au fond, la sortie de cette crise des feuilles futures d'ici 2035, ce n'est pas la fameuse croissance qu'on appelle et qu'on attend, mais c'est plutôt la frugalité en tout domaine. Évidemment, nous sommes dans une logique d'épuisement de toutes les ressources naturelles. Donc, prôner la croissance, c'est prôner l'accélération de la raréfaction des ressources. C'est juste aberrant. Je reviens quand même à mon point sur le numérique. Parce qu'il y a un mot qui me paraît être une imposture intellectuelle extraordinaire. C'est le mot intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Un ordinateur, c'est une machine mécanique qui sait ajouter des 0 et des 1, point à la ligne. Et s'il y a de l'intelligence dans un ordinateur, c'est en fait à travers le programme, l'intelligence du programmeur qui est passée dedans. Et il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a éventuellement des démultiplicateurs de l'humain, il y a éventuellement des capacités de calcul énormes, mais ce n'est pas de l'intelligence, ça. Donc moi, je pense qu'il faut sortir de là. Et je termine vraiment là-dessus. La plus grande escroquerie intellectuelle de ces 20 dernières années, elle est essentiellement portée par Google, c'est le transhumanisme. Alors le transhumanisme, c'est une aberration philosophique, déjà. C'est une aberration scientifique. Et là, je sais de quoi je parle. Et la troisième chose, c'est surtout quelque chose qui est pernicieux. Dans la mesure où vous savez comme moi que les États-Unis fonctionnent, je suis américain, donc je connais bien les États-Unis. Les États-Unis ont toujours besoin d'une mythologie pour fonctionner. Et comme la mythologie de l'anticommunisme est morte, il en faut une autre. Et la transhumanisme, c'est la nouvelle mythologie, mais avec derrière ça une intention perverse, épouvantable. Google veut mettre la main sur la totalité de ce qui se fait en recherche et développement médical aujourd'hui et demain, sous prétexte d'aider l'humanité à devenir immortelle, etc., qui est une pure fumisterie. Vous dites aussi, en fait, pour 2035, vous préconisez, ce que moi j'ai trouvé très original dans votre chapitre,
que le monde ne finira pas aussi pessimiste qu'on le dit là, qu'il y a des ports de sortie, que quelques-uns des vieux continents s'en sortiront et vous n'êtes pas tendre avec les États-Unis qui seront les seuls, d'après vous, incapables de s'adapter à ce monde qui change. Oui, il le montre d'ailleurs. Très clairement, si on me lance sur ce sujet, ça va être bien. Je vous accorde 2 minutes supplémentaires. Je laisse le temps à Hervé Piot de refaire les batteries là parce que lui il va défendre le numérique et derrière je le sens mal. La chose qui est intéressante concernant les États-Unis, c'est qu'il faut se rappeler une chose, c'est que le modèle financiero-industriel qui est encore dominant aujourd'hui en économie, il n'est pas né aux États-Unis, il est né en Angleterre puis en France, puis il a été exporté très vite aux États-Unis où il s'est développé extrêmement vite parce qu'il n'y avait pas de passé économique, donc pas de résistance. Et que donc les États-Unis se sont appropriés ce modèle et ils l'ont développé pendant tout le XXe siècle. Moi, quand j'ai fait mon MBA à George Washington, une chose qu'on disait soi-disant sous le ton du sourire, mais qui n'était pas du tout, hein, c'est de dire nous ici, on invente le management et les Européens ils comprennent 3 ans plus tard. Et c'était pas faux. Et c'était pas faux. Le problème est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce paradigme-là. Et ça, évidemment, comme tous ceux qui bénéficient du fonds de commerce d'un paradigme, les États-Unis refusent d'envisager la possibilité que peut-être bien, on va avoir d'autres logiques économiques, d'autres logiques sociales, d'autres logiques organisationnelles demain matin. Et donc, c'est exclu. Et donc, moi, j'ai des problèmes colossaux parce que sur mes 6 enfants, il y en a 3 qui sont américains et que les discussions sur ce thème sont juste impossibles. C'est juste impossible. Voilà. Donc, je pense qu'au contraire, par rapport à cette évolution, cette transmutation, l'Europe, contrairement à ce qu'on dit, est extrêmement bien placée. Mais évidemment, elle ne correspond plus aux critères de l'ancien paradigme. Donc, on nous montre des doigts en disant « Regardez comme vous êtes économiquement faible. Regardez comme vous ne correspondez pas aux critères et aux normes du passé. » Ben, j'espère bien. Et quand le pétrole aura disparu et les ressources pétrolières de l'Afrique du Nord auront disparu, en 2035 aussi, je crois, d'après vous. Vous le voyez comment la réorganisation des continents, et c'est ma dernière question pour vous. Je pense que nous sommes 30 ans, voilà, 20 ans. Un des mots qui est aussi un des mots qu'on entend souvent et qui, à mon avis, est faux, c'est le mot mondialisation. Qui est mondialisation des réseaux d'information, ça c'est clair. Mais dans la réalité économique, on est dans un système qui se continentalise de plus en plus. Et que donc, par exemple, il est relativement clair qu'il y aura plusieurs Internets, dont un Internet européen. Je vous rappelle un truc tout simple, hein, c'est que le .com, c'est géré aux États-Unis. Si pour une raison quelconque, les États-Unis décident de fermer .com, toutes les entreprises sont mal. Hein, et vous n'avez aucun recours. Et on a essayé le .eu, vous connaissez probablement ça, mais ça a très mal pris. Ça n'a pas pris beaucoup. Hein, voilà. Donc tout ça veut dire que la continentalisation elle est en voie, que l'épuisement de toutes les ressources est quelque chose qui est à l'ordre du jour sans être dans l'urgence absolue comme certains catastrophistes veulent bien le lire, que la fin du pétrole est proche. Hein, le pic oil, il a été passé vers 2005-2006, même l'Association internationale de l'énergie, on est d'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de carburant ? Mais comment voyez-vous l'Afrique du Nord quand il n'y a plus de pétrole, justement ? Ah ben, je ne la vois pas. Qui est une des principales ressources. Je la vois pas. Le problème, il est pas trop. Enfin, l'Afrique du Nord, c'est pas l'Afrique du Nord qui est la grande pourvoyeuse de pétrole. C'est plutôt le Moyen-Orient. Moyen-Orient. Oui. C'est ce que je voulais dire, mais je suis très nul en géographie. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'argent du pétrole a été dilapidé plutôt que d'avoir été investi intelligemment, et que quand il n'y aura plus de pétrole, il y aura un gros problème. Mais nous serons optimistes et vous verrez pourquoi tout à l'heure avec vos questions. Je vais passer la parole à Hervé Piot, que je ne présente plus ici parce que vous le connaissez tous, agriculteur d'abord, encore et toujours, président du groupe Les Établières, vice-président de la FDSE à Vendée et président, entre autres, de Vendée Réseaux Sociaux. C'est pour ça que voilà, je me suis dit que ce n'était pas une super bonne idée qu'ils soient côte à côte tous les deux tout à l'heure. Vous êtes un militant actif de la cause agricole, Hervé. Je voulais vous demander comment allez-vous vous projeter en 2035, mais d'abord, je vais vous laisser dire un mot sur pourquoi vous y croyez, vous, aux réseaux sociaux, pour notre avenir, aux proches en tout cas. Paradoxalement, je ne veux pas contrer du tout ce qu'a dit Marc Alévi. Je n'oserais pas de toute façon, parce que mon MBA à moi, je l'ai fait dans les coteaux de la Pétardière, comme je l'ai écrit. Et à ce jeu-là, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé. Pourquoi ?
Je vous dirai après un certain nombre de choses, mais c'est là que j'ai trouvé beaucoup de choses. La Khan Academy, moi, je suis allé voir dessus. Et tout ça, on le trouve aussi sur le numérique. Et effectivement, quand j'ai écrit, je me suis bien amusé à écrire. J'ai pleuré aussi en écrivant. Comme Marc, comme Luc. Une des hantises que j'avais, pas hantise, mais une des craintes que j'avais, c'est qu'on s'était pas du tout concerté avec Luc. On est les deux seuls paysans à avoir écrit. C'est qu'on dise des choses qui sont pas convergentes. Elles sont convergentes, je le sais maintenant pour avoir lu. Oh, c'était pas trop un hasard quand même. Mais moi, c'est ma petite fille que j'ai mis en scène. Je me promène, je reviens dans les coteaux de ma ferme pour qu'on se promène. Et qu'est-ce que m'ont apporté ces outils? Alors auparavant, si vous voulez, j'ai mis ça à une date bien précise, qui est le 29 juillet 2035, qui est un dimanche, je suis allé voir. Et ça correspond à un autre dimanche, qui est le 29 juillet 1975, 60 ans avant. Et ce jour-là, c'est le jour où des gens qui, je pense pas, étaient à l'époque des grands méchants, un ingénieur qui s'appelle toujours Steve Wozniak a tapé une lettre sur un clavier et a vu sur l'écran devant lui la lettre qu'il avait tapée, je ne sais pas quelle lettre c'était, s'afficher. C'était le garage de Cupertino, c'est le mythe là, du coup de la Silicon Valley, l'associé de Steve Jobs. Et il venait d'inventer le premier personal computer qui était l'Apple I. Et là, je pense qu'il y avait une part de magie quand même. Je ne sais pas ce que Marc en pensera, mais moi, je le vois comme ça. Et ça probablement, là, je suis d'accord, été dévoyé depuis. Ils ont mis à la portée de tout le monde la machine. Maintenant, il faut qu'on sache nous quoi en faire. Et je pense qu'il faut qu'on en prenne la pleine possession pour la dominer. Je suis totalement d'accord avec vous qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle et que l'informatique, c'est des successions de 0 et de 1. Ça, c'est des plus et des moins, même, convertis en 0 et en 1. Même, on peut tout faire, par contre, avec ça. 20 ans après, à peu près, 95, il y a eu une rupture. Je pense qu'elle est là, la vraie rupture, qui est Internet, qui change les notions de temps, qui change les notions de territoire, qui change les rapports entre les gens. Il y a l'avant, il y a l'après, ce n'est plus du tout la même chose. Et ça a dématérialisé totalement la transparence. Tout est devenu transparent. C'est même pas la peine d'essayer de faire autrement. Les choses sont devenues transparentes et c'est bien. Après, il faut faire avec, il faut le maîtriser, toujours dominer la machine. Ce qu'on commence à voir arriver, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par Jean, qui est les blockchains. Ça me fascine parce que là, on va dématérialiser la confiance. La confiance va devenir totalement immatérielle, c'est-à-dire qu'elle deviendra évidente. Je pense que c'est fabuleux, mais aussi risqué. C'est fabuleux si on sait y mettre, nous, derrière, le troisième élément, qui est la bienveillance. Ça sera le plus de l'homme que je ne pense pas la machine arrivera à dominer. Alors, à ce moment, je me promène avec ma petite fille en 2035, 60 ans après le garage de Cupertino, et puis j'imagine qu'elle a envie de connaître beaucoup de choses. Ça ressemble à son grand-père, je pense que ça sera le cas. Alors je l'ai appelée Leia. Ça vous dit quelque chose, j'imagine? C'est pas anodin par rapport à tout ça, c'est la princesse de Star Wars. Elle n'est pas née, hein. Et pour connaître tout ça, ce que je pense qui est magique dans les réseaux sociaux, je m'en fous, moi, que nos données s'en aillent n'importe où. L'essentiel, c'est qu'on puisse en faire ce qu'on veut. Si on a la transparence et la confiance, la bienveillance forcément prendra le dessus. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Elle va échanger avec des personnes par rapport à ce qu'elle s'interroge. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est déjà un peu le cas, les petites filles en apprendront plus à leur grand-père qui pourront leur en apprendre. Et on va rentrer dans un autre domaine d'échange. Et tous ces mots qui ont été évoqués avant moi prendront toute leur force. Et pour revenir un petit peu à ce qui est le cœur de mon métier, qu'est-ce qui sera avec tout ça? Je pense qu'on rentre dans une période fabuleuse. J'ai eu la chance cet été, c'est une véritable chance, de passer 2 jours avec Michel Serres. Michel m'a dit, l'agriculture est la plus grande révolution du XXe siècle. On est passé de 78% de la population au temps de Méline, à la fin du 19e, à guère plus de 1% en 2010, en multipliant par 10 la productivité.
Ça s'est fait en 2 temps. Dans un premier temps, on a vidé les campagnes pour aller alimenter le Fordisme, le Taylorisme, les usines, sans pour autant produire beaucoup plus. Il y a eu les guerres, il y a eu la crise de 29, il y a eu ces éléments-là, mais surtout, on avait les colonies qui nous permettaient de nourrir les villes. Début des années 60, il n'y a plus les colonies. Il faut faire autrement. Et c'est là qu'une bande de ce qui étaient des gamins qui sont pour moi des véritables exemples, qui venaient de la GAC, avec l'appui d'un ministre qui était Pisani, lui visionnaire, mais avec un président de la République qui était visionnaire. Tout le monde dit que cet homme-là était le modèle qu'on veut chercher, parce qu'on veut toujours chercher des hommes providentiels. Il ne faut jamais qu'on oublie pour demain que les hommes providentiels viennent toujours de crise et de rupture. Je vous mets au défi de trouver un exemple qui soit différent. En tout cas, ils ont fait ça. Ils l'ont fait sur un mode collaboratif, avec des réseaux. Nos réseaux dans la culture de notre profession. Luc pourra en témoigner beaucoup plus que moi. Mais c'est aussi dans les gènes de la Vendée. Et les deux cumulés font que pour moi, c'est là que je conteste totalement ce que vous pouvez en dire. Les réseaux sociaux sont quelque chose de fabuleux. Si on considère que la machine n'est qu'une machine, mais qu'on en a, nous, la plénitude de l'usage. Et qu'avec l'usage, ça nous permet de recréer des nouveaux territoires on a malgré tout 7 milliards de voisins, mais c'est des outils qui nous permettent une relocalisation également de beaucoup de choses et qui ne sont pas du tout virtuels si on sait les utiliser. Je peux vous dire par expérience, mais certains parmi vous le savent, que moi, j'imaginais pas, il y a 4 ans, je m'imaginais déjà pas d'être là, je m'imaginais pas d'écrire un livre, je m'imaginais pas tout ça. C'est grâce à tout ce que j'ai eu par ces outils qui m'a permis de le faire. Je suis convaincu que demain, ça va changer nos métiers, ça va changer notre métier. Et comme je suis optimiste, je pense que ça va remettre notre métier au cœur de beaucoup de choses. Pourquoi ? On va passer d'une agriculture utilisatrice d'intrants, c'est ce qu'ils ont fait dans les années 60, mais il n'y a pas le choix, il faut les nourrir. Donc il a fallu le faire comme ça. Mais on va arriver au bout, parce qu'on va arriver au bout avec la fin du pétrole, mais aussi d'autres matières premières, de la capacité d'utiliser des intrants. C'est pas les règlements, à la limite, on s'en fout, parce que ça, on va pouvoir faire, on devrait d'ailleurs faire ça. Mais on va passer à une agriculture utilisatrice de façon massive de connaissances. Et ça, c'est le numérique qui va nous le permettre. C'est à travers les données, à travers l'information qu'on va avoir, qu'on va pouvoir mettre tout ça en place. Et donc, on va aller vers une utilisation massive des connaissances grâce à ça. On va aller vers beaucoup plus de renouvelables. On aura un rôle considérable à jouer à travers ça. Et on va aller vers un troisième élément qui n'a pas été évoqué encore jusqu'ici, qui sera ce que notre génération a laissé de pire à l'humanité, qui était le gaspillage. On va aussi aller vers la fin du gaspillage parce qu'on n'aura plus le choix. C'est à peu près comme ça, moi, je vois ce qui seront ces années-là. Frugalité chez vous aussi, tout compte fait. Frugalité également. Nous y reviendrons, je pense, tout à l'heure avec les questions. Je vais vous passer le micro enfin, Alain Simon. Vous êtes juriste et économiste de formation. Vous organisez des conférences et séminaires d'aide à la prise de décision au sein de grandes sociétés nationales et étrangères. Vous intervenez également dans des grandes écoles et universités comme l'École de haute études commerciales de Paris ou ESSEC, etc. Toutes celles qui n'ont pas voulu de moi comme étudiant. C'est vrai ? Bah, bravo. Du coup, voilà, je suis sûre que les étudiants vous regardent et vous écoutent. Non ? Le dernier, votre chapitre, vous étiez obligé, comme vos confrères, à imaginer le monde, notre monde en 2035. Et comme eux, je vais vous demander d'où partez-vous, de quel constat partez-vous aujourd'hui et quelles sont les 3 premières marches vers le monde que vous voyez en 2035 ? C'est tout. C'est tout parce que je n'ai pas assez travaillé votre chapitre. Je vois. Je suis le dernier à parler. Mais vous êtes un excellent conférencier, je le savais. Alors, comme ça ne servait à rien que j'accasse comme sur Twitter, je vous laisse la parole. Ne comptez pas sur moi pour lâcher le fromage. Est-ce que vous vous rendez compte une seconde, Aïda, dans quelle situation vous me mettez ? Ça fait plus de 3 heures qu'ils écoutent des gens intelligents, brillants parfois. Actuellement, ça va, moi je sais lire dans les regards. L'avenir, c'est demain, c'est-à-dire c'est le week-end, voire même pour pas mal d'entre eux, sans attendre, les feux de l'amour. Et vous voulez que je continue à les prendre en otage ? Vous savez, je vais être sincère avec vous, pour les otages, heureusement, je peux compter sur vous.
J'aimerais pas être à la place du type qui va devoir prendre la parole à 17h20. 23, 24. Bon. Enfin bref, le titre de cet article, parce qu'en plus, il faut que j'évite d'être redondant avec tout ce que j'ai entendu. Oui, mais écoutez, vous n'avez pas de chance, vous êtes le dernier, vous êtes brillant, et je sais que là, vous êtes en train juste de gagner la bienveillance de la salle. Elle exagère, méfiez-vous des Roumaines. Mulțumesc. Le titre de cet article, c'est Prévisionniste échaudé craint l'avenir. Et ça correspond vraiment à ce que je ressens par rapport à la prévision. J'en ai entendu des prévisionnistes et des amis. Je comprends bien que le besoin de prévoir soit naturel, tant est grande l'inquiétude qui naît de découvrir que l'avenir n'est pas prévisible. C'est une jolie phrase, non? Magnifique, j'espère que vous l'avez écrite sur Twitter. J'aimerais bien parce que vous voyez, je ça ne l'ai sert pas noté. Twitter, finalement. Mais en réalité, je ne crois pas qu'il soit possible de prévoir quoi que ce soit de 2035. Et mon point de départ a été d'aller voir ce qu'en 1995, les gens disaient de 2015. Et je peux vous dire que c'est une sacrée leçon d'humilité. Car rien de ce qui vient de se passer n'avait été prévu. Enfin rien, si, parfois, mais par hasard. Comme si je dis dimanche à Longchamp, dans la 5e, c'est le 7 qui va gagner, mais ce ne sera pas une prévision. Plein de gens avaient envisagé des choses qui se sont réalisées. De là à croire que c'était une prévision, nenni. Et le piège, c'est aussi que plein de choses viennent de se produire en 20 ans qui sont explicables et que nous confondons l'explicable et le prévisible. Au seul motif que quelque chose serait explicable de manière rationnelle, on croit pouvoir en déduire que ce serait prévisible. Pas vrai. Il y a tout plein de trucs qui sont explicables après coup. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient prévisibles avant coup. Donc j'ai pris avec des pincettes dubitatives, suspicieuses et humbles la question qui m'a été posée des prévisions pour 2035. Et j'ai dit, plutôt que de faire des prévisions, j'y crois pas. Vous avez sorti un jeu de tarot. J'ai proposé en effet, pourquoi pas, vous avez raison. Mais attendez, vous l'avez lu cet article? Un peu quand même. De voir s'il n'y avait pas, dans les événements récents, quelques signaux faibles, on dit, enfin des signes avant-coureurs, qui permettrait de voir les mouvements des plaques tectoniques à défaut de pouvoir prévoir les dates des secousses. Parce que, à tout le moins, ça donnerait envie de bâtir selon des normes antisismiques. Ce qui n'est pas de la prévision. Et j'ai donc pris les événements des 5 dernières années en me disant, y a-t-il là des bouts de fil qui dépassent, qui permettraient de voir les forces à l'œuvre qui expliquent notre présent et qui, pourquoi pas, pourraient faire partie des scénarios de l'avenir. Eh bien, je vais vous dire, j'ai été surpris de ce que j'ai découvert. J'ai pris, par exemple, bon nombre des conflits qui viennent d'irrupter depuis 5 ans. On fêtera le 5e anniversaire de ce qui s'est passé. Enfin, on ne le fêtera pas d'ailleurs. On le commémorera. En Libye, en mars 2011. On parle sans arrêt, bien sûr, Irak-Syrie. On évoque tout le temps l'Ukraine, la Crimée. Et à chaque fois, j'ai été stupéfait moi-même, parce que je ne suis pas géographe, hein. J'ai appris ça moi aussi par les réseaux. J'étais stupéfait de voir des points communs qui apparaissaient. On est en train de voir réapparaître sur les lieux de ces conflits actuels des noms, des territoires que nous avions complètement perdus de vue. Exemple, on voit réapparaître en ce moment en Libye Cyrénaïque tripolitaine. Vous étiez au courant? Moi, je ne savais pas. J'avais oublié que ça s'appelait comme ça.
Ça avait disparu en 1911 et ça a été occulté en 1951 quand la Libye a été rendue indépendante. Eh bien, ça ressort. On voit réapparaître en ce moment dans Feu le Proche-Orient des lignes de fracture entre sunnites et chiites dont on avait cru depuis 1916 qu'elles avaient été recouvertes par des cartes récentes. Et c'est la même chose également s'agissant de l'Ukraine. On avait appris à regarder avec des atlas tout récents. Il me reste encore 20 minutes, c'est ça? Non, allez-y. Non, mais regardez-moi comme ça. Je vous regarde et vous comprendrez que vous n'avez plus le temps. Alors, je ne vous regarde pas. Voilà. C'est la même chose avec l'Ukraine. On voit réapparaître des clivages qui existaient avant que les atlas avec lesquels nous avons appris à regarder le monde ne soient publiés. Par exemple, des clivages entre la partie orthodoxe et la partie chrétienne, catholique de l'Ukraine. De tous les côtés, j'observe que nous avons été piégés, vous, moi, nous, en regardant des cartes du temps court, et qu'en ce moment, on voit ressortir les territoires et le temps long, comme si le temps long prenait sa revanche. Et je ne vous parle pas de ce qui se passe en Moldavie, Valachie et Transylvanie. Je vous ai quand même regardé. C'est pareil. C'est-à-dire que tout se passe comme si nous avions confondu les référentiels de la durée de nos vies et le sens de l'histoire. Et qu'en ce moment, le boomerang du temps long est en train de nous revenir en figure. Et alors d'un seul coup, je me suis dit, mais là, attendez, pour l'avenir, les scénarios, ça pourrait bien être que le futur soit du passé en préparation. Attendez, oui, je ne dis pas que ce sera le seul scénario. Ce que j'aimerais bien, c'est que parmi tous les scénarios que nous avons envisagés, on rajoute celui-ci, l'hypothèse où nous aurions appris à penser, à regarder le monde dans une époque complètement atypique, où le monde était congelé, ça s'appelait la guerre froide, et qu'en ce moment, le congélateur étant tombé en panne, toutes les vieilles bactéries sont en train de ressortir et de proliférer. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 2035, première marche, que j'ai quand même pas oublié, vous m'avez posé les questions, puis je vais même essayer d'y répondre, ce qui fait que, selon toute vraisemblance, je ne pourrai jamais faire de politique si je fonctionne comme ça. C'est certain. La première des choses à faire, c'est que pour imaginer un des scénarios de l'avenir, regardons dans le rétroviseur. Cessons de croire que le passé est passé. Le passé, c'est notre présent, ça pourrait aussi être notre avenir. Deuxième marche. Vous me fustigez du regard. Une minute maxi pour les deux dernières marches. Bon, je vais les monter 4 à 4, ces marches-là. La deuxième marche, c'est qu'il ne faut pas confondre la durée de nos vies et la durée de l'histoire, c'est-à-dire se contenter de qualifier d'éteints des volcans au seul motif qu'on les a toujours vus endormis. Troisième marche. Pour savoir lesquels, il faudra lire le chapitre. Troisième marche. Rien ne m'inquiète plus pour 2035 que les gens qui croient que les guerres en Europe ne sont plus possibles au seul motif qu'ils ne les ont pas connues. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont vraisemblables, ni même probables. Non, je dis gardez-moi des amnésiques. Parce que les amnésiques baissent la garde. C'est un peu comme les gens qui croient qu'il n'y a plus de risque de pénurie au motif qu'ils n'ont pas connu de famine. C'est comme les gens qui ne veulent pas se faire vacciner au seul motif qu'ils n'ont pas connu d'épidémie. Aujourd'hui, et c'est ça peut-être que j'essaie de faire passer comme message, il me reste encore 5 minutes, je considère que, c'est une des caractéristiques peut-être, les risques de l'amnésie sont beaucoup plus grands que ceux de la mémoire. Il faut toujours une première, c'est pour l'éducation nationale. Est-ce qu'on pourrait rajouter au programme la capacité de discernement
au moment où nous sommes inondés d'informations multiples par Twitter, partout, on ne sait pas toujours si c'est vrai. Donc, comment acquérir la capacité de discernement pour être finalement libre? Oui, je pense que la réponse a été donnée par Gaël. C'est effectivement, en partie par Gaël, c'est effectivement donc je laisserai présenter plus finement ce qu'elle disait sur la déconnexion de la publicité par rapport à l'information. Pour moi, c'est une évidence que aujourd'hui, tant qu'il y a cette connexion, le job du journaliste, c'est qu'on achète du Coca-Cola. Et ça a été dit de façon très, très claire par quelqu'un de Canal+. Alors, côté éducation, c'est à partir du moment où l'enseignant ne sait pas, alors qu'il sait, bien évidemment, ça va être d'animer effectivement sa classe et de repérer au fur et à mesure que les gens sont en train d'apprendre l'esprit critique. Bien évidemment, quand je me mets du haut de ma chair et que je fais du gavage d'oie, je n'incite pas à cultiver l'esprit critique. Donc, je peux prendre un exemple très concret, parce que j'ai pratiqué ça. J'ai enseigné dans une classe de BTS et les élèves avaient fait seconde, première, terminale, première et deuxième année dans leur matière. Et moi, j'avais fait 12 heures à l'école d'ingénieur. Donc, quand un élève vient me demander, en me disant est-ce qu'il faut mettre un écrou de 10 ou un écrou de 12, je n'en sais rien. Donc, je lui dis pourquoi tu me poses la question? Il me dit l'écrou de 10, ça risque de pas être suffisant. Et si je mets un écrou de 12, il faut que j'augmente de 20% tout le montage que je suis en train de dessiner. Je lui dis oui, c'est une vraie question, tu as raison de te poser la question. Ah bon, et vous pouvez me donner la réponse? Je dis non, mais où est-ce que tu pourrais la trouver? Bon, il cherche. Ah, regardez, page 153, voilà. Et pour moi, c'est vraiment cette posture d'enseignant qui ne sait pas, qui est vraiment amène l'esprit critique. Et donc, dans la classe que j'ai animée cette année-là, mais c'était il y a très longtemps, dans une autre vie, cette année-là, ils ont fait 100% au BTS. Et effectivement, 2 mois avant le BTS, il y a un élève qui lève le doigt et dit « Monsieur Stahl, c'est faux au tableau. » Donc, il prenait la craie, il prend la craie, et il démontre que ce que j'étais en train d'écrire était faux. Et je sens de nouveau la classe qui se dit « Bon, de toute façon, qu'est-ce que c'est que ce prof qui n'y connaît rien, quoi ?» Et j'ai repris la parole, je dis écoutez, mon job, c'est pas je passe pas le BTS, moi, dans 2 mois. Moi, je suis ingénieur, je suis pas technicien, je suis infoutu de passer le BTS. Par contre, mon job, c'est que vous ayez le BTS. Et je pense que d'abord, ce jeune, il va l'avoir. Et deuxièmement, dans l'entreprise demain, on a besoin d'avoir des gens qui sont BTS et qui disent à l'ingénieur, monsieur l'ingénieur, vous venez de dire une connerie. Moi, je crois très fort à l'importance de l'apprentissage, mais par contre, je crois aussi à l'importance du savoir. Et je rejoins aussi ce que tu disais par rapport à la mémoire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on attache une importance forte à l'apprentissage. De plus en plus, c'est vraiment ce vers quoi on tend. Peut-être au détriment aussi de la valeur du factuel. Là, on en a parlé avec cette réforme sur l'orthographe, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a aussi qu'on a besoin de fondements, on a besoin d'ancrage. Et c'est ces ancrages qui font notre culture, qui font aussi ce qu'on est, et qui font qu'à partir du moment où on est fort de ce qu'on est, on est capable de partager. J'avais une question donc, autour de M. Stahl. Vous avez parlé de classes en 2035, d'établissements. Mais moi, j'aurais une question simple, c'est est-ce qu'en 2035, il y aura encore besoin de classes, d'établissements, des enseignants certainement, des médiateurs entre le savoir et les jeunes? Mais comment est-ce que... J'imagine des choses un peu plus ambitieuses pour le 2035. Oui, à partir du moment où vous donnez le pouvoir aux enseignants de réfléchir entre eux, bien évidemment, la première chose qu'ils vont faire exploser, c'est la classe. Ici, dans cet établissement, j'ai souvenir que l'équipe a décidé de déscolariser la moitié de la scolarité. Sur le premier cycle, il y a 60 semaines de cours, 30 semaines la première année, 30 semaines la deuxième. Ils ont décidé de supprimer 15 semaines sur 30 la première année, 15 semaines sur 30 la deuxième année, pour faire tout à fait autre chose. Et donc, effectivement, comme je l'écris dans l'article, je pense que l'avenir, ça va être, il y aura des temps où l'élève sera tout seul, de temps en temps, il sera à 2, de temps en temps, ils sont à 5, de temps en temps, ils seront avec un prof pendant un petit groupe de 12, de temps en temps, ils seront à 80 avec 2 enseignants. Tout est possible. Voilà. Et pour rejoindre effectivement ce que disait Marc Alévi tout à l'heure, moi je pense que l'informatique, dont on se gave un peu dans les établissements, on va y revenir. En tous les cas, moi dans mon métier de coach, j'ai fait du dessin animé par informatique il y a 40 ans. Aujourd'hui, je fais un boulot absolument magique avec des équipes, avec un paperboard et des post-it. Et je défie n'importe quel ordinateur de faire le travail que je fais.
Ça ne me déplairait pas qu'en 2035, c'est pas une prévision, c'est un souhait. Le ministère de l'Éducation nationale n'existe plus et soit remplacé par celui qui le précédait. C'était le ministère de l'Instruction publique. D'abord parce que je trouve qu'un ministère dont le slogan c'est « éduquons, éduquons, éduquons », ça ne peut pas être génial. Mais surtout, non, pour l'essentiel, surtout parce que je rappelle que l'instruction, c'est peut-être la collectivité, mais l'éducation, c'est les parents. Donc, dans la contribution de Hervé Sériex sur le même sujet, il propose l'explosion du ministère de l'Éducation nationale. Et alors, il dit, voilà, il ne reste plus que 20 ou 30 000 salariés. Je trouve d'ailleurs que ça fait encore beaucoup, quoi. Mais aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a de fonctionnaires dans l'Éducation nationale. Mais lui propose vraiment et de dire que l'Éducation nationale est régionalisée. Je voudrais juste rectifier un propos de Robert par rapport à l'informatique. Je suis convaincu qu'on ne remettra pas en cause l'informatique, mais l'usage qu'on en fait, ce qui n'est pas du tout la même chose. On n'a pas pris la pleine bénitude de l'outil. Pourquoi ? Parce qu'on a adopté l'outil à nos pratiques. Ce matin, Stéphane et Héloïse nous a parlé de tout ce qui se fait en Afrique. Ils font des bonds fabuleux. Du coup, ils font les marches 4 à 4, mais pas pour les 2 dernières. Mais parce qu'ils n'ont pas de passé, parce qu'ils n'ont pas tous les fondamentaux que nous on a, qui nous troublent l'esprit, qui nous empêchent d'évoluer pour le faire. Il faut qu'on désapprenne plus nos fondamentaux que de brocarder les outils pour en prendre la pleine plénitude, dominer la machine. J'imagine qu'en 2035, très peu de gamins comprendront d'où vient l'expression coup de fil. Alors, tant qu'à y aller, sur le problème du numérique, encore une fois, je voudrais dire 3 choses. La première, je ne suis pas anti-numérique. Je dis simplement que le numérique est dans son âge infantile pour l'instant. Hein, la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a confusion entre la toile et les réseaux sociaux. La toile est un outil exceptionnel, les réseaux sociaux sont un gadget, c'est pas la même chose. Mais la toile est un outil extraordinaire. Et donc, je rappelle aussi que la toile est une invention européenne et non pas américaine, comme on le croit trop souvent, et que la toile a été construite entre 1989 et 1993 par des physiciens au CERN à Genève. C'est une invention européenne, la toile. Internet, c'est un protocole d'échange de fichiers. Hein, mais qui, lui, est antérieur, c'est vrai, mais ce n'est pas Internet qui est important, c'est la toile qui est importante. Voilà. Et puis, moi, je voudrais terminer en disant ceci, et là, on se rejoint, mais alors là, à 150%, c'est que le numérique, l'informatique, la toile, les réseaux, tout ce que vous voulez, ce ne sont jamais que des outils. Et que les outils, le problème, il n'est pas là. Le problème, est ce qu'on en fait, ça a été dit aussi, ça. Moi, je voudrais simplement synthétiser ma pensée sur 2 mots. Je pense que le XXe siècle a été le siècle des technologies. Essayez d'imaginer comment vivaient nos arrière-grands-mères en 1900. Regardez le chemin parcouru. Il y a une explosion technologique pendant tout le XXe siècle. Aujourd'hui, les technologies, elles sont là et on n'a pas encore compris comment les utiliser. Donc moi, je dis, le XXe siècle était le siècle des technologies. Le XXIe siècle doit devenir le siècle des méthodologies. Je ne partage pas totalement, mais il y en a qui voulaient qu'on se bagarre un peu sur les réseaux sociaux. On ne va pas le faire, ça serait totalement inutile. Simplement pour donner 2 exemples. 13 novembre, 9h30 le soir, moi j'ai vu sur mon fil Twitter un journaliste que je connais, il dit « il se passe quelque chose en bas de chez moi, j'entends des coups de feu, je ne sais pas ce que c'est, mais alors après il en a mis d'autres. Et je vois sur Facebook, parce que j'arrive à les suivre à peu près tous d'un coup, un truc fabuleux dont on n'a pas assez parlé, c'est l'opération Porte Ouverte dans Paris. Que les gens spontanément, sans se connaître, ont dit à tel numéro, la porte est ouverte, venez vous réfugier, parce que personne ne savait ce qui se passait. J'ai entendu, je crois que c'est Maximilien qui a dit tout à l'heure, inventer un réseau social pour cette bienveillance. Il n'y a pas besoin de l'inventer. L'outil, il existe, suffit d'utiliser comme il faut. Alors pourquoi
il est utilisé de façon puérile. Je dirais c'est tant mieux qu'il est utilisé comme ça. Ça veut dire que les gens sont dans l'air d'une certaine insouciance. Plus longtemps on y restera, mieux ça sera. Malheureusement, je pense avec vous qu'on n'y restera pas longtemps. Mais je suis convaincu que ça sera aussi des usages pour des choses qui seront peut-être plus dramatiques. Autre exemple, a été évoqué aussi à un moment le printemps en Tunisie, le printemps arabe en Tunisie. Ils ont essayé de fermer Facebook, ils ont essayé de fermer Twitter, ils ont essayé de fermer YouTube et Dailymotion. On ne peut pas fermer les quatre d'un coup. Et c'est en correspondant par les réseaux sociaux que les gens sont descendus dans la rue et ont viré Bourguiba. Alors, il n'y a pas que du bon depuis, évidemment, parce que ceux qui font le mauvais s'en servent aussi, évidemment. Mais c'est justement parce que les mauvais s'en servent qu'il faut absolument pas s'en affranchir pour y mettre du bon. Et il y a plein d'exemples comme ça. Quand, derrière l'opération Porte Ouverte, Laurent Sauty, le directeur de Facebook France, donne la possibilité de mettre un voile sur les avatars sur Facebook. Il avait peut-être certaines arrière-pensées derrière ça, c'est fort possible. Mais c'est derrière ça qu'on a vu l'Empire State Building qui s'est mis en bleu, blanc, rouge. Certains ont dit comme ça, c'est une invention de Facebook. C'est pas vrai, c'était vrai. Et tous les monuments du monde s'y sont mis derrière. Et là, l'avenir nous le dira. Je l'avais déjà écrit, je l'ai déjà écrit ailleurs et je le dis quand je fais des conférences à propos du 7 janvier. Je pense que c'est le vrai début de la vraie démocratie participative. Et le 13 novembre, avec ce bleu, blanc, rouge, c'est devenu l'emblème de la liberté et de la fraternité pour le monde. Notre drapeau ne nous appartient plus. Mais ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais je pense que c'est un vrai rôle qui sera positif des réseaux sociaux, qui sont une caisse de résonance d'une réalité. Mais ne craignez-vous pas, Hervé, que ce soit aussi un terrible outil de manipulation de masse? Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Mais c'est parce que c'est un formidable outil de manipulation des masses qu'il faut s'en emparer. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut prendre la plénitude de l'outil pour contrer cet élément-là. En fait, en dehors des usages, moi, je trouve qu'il y a surtout un parallèle à faire avec l'imprimerie. Quand est née l'imprimerie, il y a eu effectivement une dissémination assez forte de l'information à ce moment-là, qui a été pour le meilleur puisqu'il y a eu le livre, mais aussi pour le pire parce qu'il y a eu les guerres de religion. Et aujourd'hui, avec Internet, on se retrouve aussi avec cette même force de l'information qui peut d'un coup atterrir dans des endroits où elle n'était pas forcément accessible, notamment dans les populations, quelles qu'elles soient, les nôtres, celles du monde entier. Et c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, il y a une déstabilisation pour le meilleur, parce qu'effectivement on peut partager, pour le pire, parce que du coup ça donne la parole à part égale à toutes les idéologies, celles qui sont très positives et celles qui le sont moins. Oui, ça fait formidablement penser à un certain Ésope, ça date pas d'aujourd'hui, qui parlait de la langue et qui disait c'est la pire et la meilleure des choses. Et je n'ai pas entendu dans cette table ronde reprendre les termes de M. Jafflin tout à l'heure. La punition. Est-ce que justement l'utilisation frauduleuse ou malveillante des réseaux ne mérite pas une punition? Est-ce que la punition doit être évacuée? Alors, on a tendance à penser que c'est bien parce qu'on communique, parce qu'on est tous ensemble, tout va bien. Il faut quand même penser aussi qu'à un moment donné, il faut aussi accepter la punition. Elle existe et M. Jacquelin a parlé de l'humiliation. Il y a sur Twitter régulièrement une chasse aux comptes pédophiles. Ça existe. Les comptes pédophiles, malheureusement, ça existe sur Facebook, sur Twitter. La chasse, ça se fait de l'intérieur. Elle se fait avec des outils et c'est comme ça qu'elle est le plus efficace. Et le but, parce que c'est toujours des comptes anonymes, c'est d'arriver à démasquer les gens qui sont derrière. Et je peux vous dire qu'en termes d'humiliation, on peut difficilement faire pire. Alors après, est-ce qu'il y a la partie bienveillante pour les reconstruire? J'en sais rien. C'est un autre débat, mais ça existe. Je peux juste partager en tous les cas, quand on a fait en 2002 ici la réforme importante justement des études pour changer complètement le mode de fonctionnement, en parallèle, j'ai un collègue qui est venu me voir en me disant « Je pense que le règlement intérieur n'est pas bon ». Et je lui ai dit « Oh, tu crois? Moi, je ne suis pas très favorable à… » Et effectivement, je lui ai dit, écoute, allez-y, travaillez un peu, faites-moi une proposition. Ils m'ont fait une proposition. Je lui ai dit, oh, écoutez, je ne suis pas forcément très convaincu. Mais au bout d'une heure, j'étais un peu à court d'arguments. Je lui ai dit, écoutez, je vais quand même suivre votre conseil. Et pratiquement du jour au lendemain, on a divisé par 2 ou par 3 un problème d'absentéisme dont on n'avait même pas conscience. Et effectivement, je crois que c'est important qu'on puisse aussi punir à certains moments
quand quelqu'un ne respecte pas le contrat. Il y avait un contrat de formation. Voilà, donc c'est important aussi en éducation. Oui, bonsoir. Il y a un sujet en fait sur lequel dont on n'a pas parlé, mais qui me semble être un peu de toutes les interventions, c'est l'apprentissage de la communication. Ça semble être un non-sujet en fait, surtout dans le domaine scolaire et universitaire. Or, si on communique bien, on est plus critique par rapport à l'information qu'on reçoit. Si on communique bien, on se comporte mieux avec ses copains dans la cour de récré. Si on communique bien, on se fait moins piéger par le djihad. Et si on communique bien, on est peut-être aussi un meilleur manager si on est manager. Donc pourquoi la communication est un non-sujet dans l'apprentphage ? Je vais prolonger la question parce que ce que vous appelez de vos voeux, et je suis mais alors là à 100% en phase avec vous, ce que vous appelez de vos voeux, c'est une partie de ce que moi j'appelle les méthodologies. C'est la communication, c'est jamais qu'une méthode pour communiquer, c'est une méthode pour transférer de l'information ou échanger de l'information. Donc on est bien dans ce cadre-là. Et là, il y a un déficit colossal. Énorme. Je vois une chose avec mes yeux à moi qui consiste simplement à dire on ne peut pas fonctionner entre êtres humains si on ne maîtrise pas les langages de base. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Alors c'est quoi les langages de base? C'est une langue maternelle, c'est la musique, c'est les mathématiques, c'est un certain nombre de capacités à échanger des signes, des images ou des symboles. Vous êtes toujours avec moi? Eh bien, manifestement, ça, c'est le fondamental d'une vie, d'un vivre ensemble qui est aujourd'hui saccagé partout. Les langages de base ne sont plus enseignés convenablement et on passe directement à des choses qui semblent plus ludiques mais qui sont beaucoup moins fondamentales et ça m'énerve. Je voudrais poser une question peut-être à Marc Halévy. Marc Halévy, vous avez évoqué tout à l'heure un terme qui est un peu choquant, qui est l'idée de la fin du salariat et le développement de fonctionnement en réseau. Alors ici, on travaille beaucoup en réseau dans nos provinces, dans nos régions. Je voudrais savoir comment cette fin de salariat et le développement du fonctionnement en réseau va s'incarner dans les 20 ou 30 années qui se profilent devant nous. Il y a Alain qui va encore m'engueuler parce que je vais devoir parler de prévision, mais je ne fais pas de prévision, je pense que tout est déjà là. Je veux dire par là il faut bien comprendre que la notion de salariat a été quelque chose de crucial dans l'histoire de l'économie européenne. Je pense que c'était le fait d'avoir un contrat d'emploi au début du XXe siècle était une espèce de protection réelle par rapport aux aléas et à l'aléatoire. Donc, n'en revenons pas là-dessus. Et c'est pas parce que ça a été une bonne chose que ça l'est toujours. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que de plus en plus on voit deux phénomènes fondamentaux. Le premier phénomène fondamental, c'est que la vitesse d'obsolescence des savoirs, des savoir-faire et des connaissances accélère de manière incroyable. Donc, mon grand-père, pour parler de lui, il a appris son métier à 14 ans. À 65 ans, quand il a arrêté, son métier, c'était toujours le même métier à 20% près. Aujourd'hui, on sait que la durée de vie d'une compétence, c'est de l'ordre de 3, 4 ans, 5 ans maximum. La durée de vie d'une technologie, c'est 3, 4, 5 ans maximum. Donc on est déjà dans un tout autre phénomène. C'est qu'on n'a pas à un moment donné un métier qu'on met sur le marché en échange d'un contrat d'emploi pour très longtemps. On est dans une circulation de plus en plus rapide. Premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est qu'il faut bien se rendre compte d'une chose. Imaginez, et ça nous pend au nez bientôt, imaginez que le prix du carburant à la pompe soit multiplié par 4, par 5 ou par 6. Il est exclu à ce moment-là d'envisager des millions de nafteurs qui font tous les jours 20, 30, 40, 50 kilomètres pour aller de chez eux au bureau, pour revenir le soir chez eux, alors qu'au bureau, ils ont exactement le même PC connecté que chez eux. Or, 73% des Français travaillent uniquement sur des flux d'informations aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Que le télétravail a de beaux jours devant lui. Sachant très bien qu'il faut réfléchir à ça parce que le télétravail, c'est quelque chose qui n'est pas si facile à mettre en place que ça. Et il y a des tas de règles et c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Cela étant posé, le télétravail est notoirement incompatible avec le contrat d'emploi tel qu'il est maintenant, juridiquement parlant. Juridiquement parlant, le contrat d'emploi, c'est être en un endroit donné,
à certaines heures pour faire quelque chose de précis. Le télétravail, c'est juste le contraire. Donc, on est bien là dans quelque chose qui est en train d'évoluer. Pour l'impôt, alors en plus de ça, il se fait qu'aujourd'hui, on peut franchement considérer que chacun d'entre nous est porteur de son propre fonds de commerce. C'est tout ce que je suis capable de faire, mes savoir-faire, mes talents, mon expérience, etc., etc. C'est le seul truc que j'ai à moi. Et donc, c'est le seul truc que je peux mettre sur le marché. Quand vous avez un fonds de commerce, vous êtes d'accord de n'avoir qu'un seul client, vous? Ben, moi pas. Moi, je préfère avoir plusieurs clients. Et donc, quand j'ai mon fonds de commerce de savoir-faire, je préfère le mettre à disposition de plusieurs clients, employeurs si vous préférez, plutôt que d'en avoir un seul. Donc, c'est quelque part quelque chose qui est très en route aujourd'hui. Pas trop en France, parce que le droit du travail est tel en France que c'est extrêmement difficile de mettre ça en route. Mais il y a des tas de pays où le contrat d'emploi est transformé pour beaucoup de gens en un contrat d'entreprise. Et ça marche extrêmement bien. Alors vous dites, mais la protection sociale, le travail protège. Mais non, c'est pas vrai. Moi, je préfère avoir 5 clients. Il y en a un qui me claque dans les doigts en disant fondamentalement, éviter un con, je ne veux plus travailler avec toi. Ben, ok, j'en regarde 4 quand même. Si j'en ai qu'un seul et que pour une raison complètement incontrôlable pour moi, il me vire, je suis quand même mal. Hein. Or, c'est ça la logique d'aujourd'hui. Donc, je pense que le salariat, sauf pour 20% de la population, et on connaît les critères en gros, mais pour 20% de la population, va rester. Mais pour 80% de la population au travail, ce sont d'autres relations de travail qui vont se mettre en place, et c'est très bien comme ça. Mais évidemment, il y a des conditions de droit du travail à revoir là-dedans. Gaëlle et Hervé, vous voulez intervenir aussi? Je suis d'accord avec toi. Je trouve que le salariat est un contrat qui à la fois protège et à la fois enferme. Et en enfermant, il est d'une extrême violence. C'est-à-dire que finalement, il empêche l'individu d'être porteur de sa pleine liberté. On l'a vu ces derniers temps avec des exemples de gens qui ont séquestré leur patron. C'est quand même incroyable de séquestrer. Mais ça veut dire aussi la violence que c'est d'être enfermé dans ce salariat qui est choisi, qui est confortable, mais qui fait qu'on n'est plus soi, on n'est plus maître de soi. Et à la fois, pour un patron, c'est terrible de se dire qu'il met en place une entreprise, une société, qu'il essaye de la faire avancer et qu'il a à côté de lui des gens qui vont être dans le strict minimum et quelque part dans le recul par rapport à un projet. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on a une société qui n'est pas active, enfin, moi je parle de proactivité, mais qui n'est pas proactive, qui ne va pas vers quelque part, qui est juste l'espèce de combat d'acquis entre un patron qui est un sale patron et des salariés qui sont enfermés dans leur carcan. Et tout le monde là-dedans est malheureux, c'est dommage. Je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit. Un autre élément là-dessus qui ramène à autre chose, c'est l'évolution des emplois publics. Que va être l'organisation de la vie de la cité demain? C'est une vraie question. Si on lit, Jean-Michel annonçait tout à l'heure que la prochaine personne qui vient, c'est Agnès Vernier-Molinier. Si vous lisez ce qu'elle en dit, là, ça va être brutal. Je veux pas faire de prévisions trop pessimistes, mais la vraie rupture qui pourrait nous emmener à un vrai conflit demain pour passer à un autre monde pourrait bien être là. On ne pourra pas continuer avec une vie de la cité organisée comme elle est organisée actuellement. Luc a évoqué tout à l'heure, c'est une catastrophe le mandat unique. C'est une catastrophe de mettre un mandat unique sans mettre un mandat limité dans le temps. On est en train de mettre en place une caste, même pas une classe, une caste politique. Et ces gens-là vont vouloir organiser la vie de la cité à leur façon et nous y soumettre. Ça ne pourra pas fonctionner. Et cette notion-là d'emploi, parce que derrière ça, il y a des emplois, il y en a probablement parmi vous, et je ne voudrais pas que vous le preniez à titre individuel, ce n'est pas du tout le cas, les emplois ultra protégés qui sont des emplois publics, qui sont actuellement, je pense, les plus menacés parce qu'on ne pourra pas tenir. Je viens d'être témoin d'une réflexion à haute voix absolument exemplaire, envisageant des évolutions, ce ne sont pas des prévisions dont acte, des évolutions à l'œuvre déjà, notamment au travers des nouveaux outils et des réseaux sociaux. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure et ce que je répète à partir de vos contributions,
c'est qu'il ne faut pas imaginer que ça va se faire au détriment des vieilles identités, des vieilles appartenances. Au contraire, peut-être même. Exemple. Le Morvanli. Morvandio. Coyote. Réseau social. Mon meilleur ami. Fonctionne complètement selon le référentiel culturel catholique. Cacher ce radar que je ne saurais voir. J'en passe. Facebook fonctionne complètement selon le référentiel culturel protestant. Et donc, si vous imaginez que l'uniformisation de ces outils et de ces réseaux va faire disparaître les vieilles appartenances, je ne le crois pas. Au contraire, on verra par exemple des enfants ayant appris à penser dans un référentiel catholique être très mal à l'aise avec Facebook. Parce qu'ils croient que ce qu'ils racontent, c'est privé, puis ils vont découvrir qu'en fait, c'est public. Alors que les enfants qui ont appris à penser dans un environnement protestant où dans les banlieues suburbaines américaines, il n'y a pas de haie entre les maisons, ils savent que public-privé, c'est flou. Donc je crois en effet en tout ce que je viens d'entendre, mais je ne soupçonne pas un instant que ça fera disparaître, au contraire même, je dirais, les vieilles identités qui sont en train de ressurgir en même temps.